Imaginez une communauté de grandes possibilités de prospérité construite par des Noirs pour des Noirs. Des lieux où travailler, des endroits où vivre, des endroits où apprendre, faire du shopping et jouer, des lieux de culte. Maintenant, imaginez-le être ravagé par les flammes. En mai 1921, le quartier de Tulsa, Oklahoma, Greenwood, était un antidote parfaitement réalisé à l'oppression raciale de l'époque. Construite au début du siècle dans une partie nord de la ville, elle était une communauté prospère de commerce et de vie familiale pour ses quelques 10 000 habitants. Des maisons en briques et en bois parsemées de pâtés de maison bordées d'épiceries, d'hôtels, de boîtes de nuit, de salles de billard, de théâtre, de cabinets de médecins et d'églises. Greenwood était un quartier si prometteur, si dynamique, qu'il était connu comme la Black Wall Street américaine. Mais ce qui a pris des années à construire a été effacé en moins de 24 heures par la violence raciale. Envoyer les morts dans des fosses communes et modifier pour toujours les arbres généalogiques. Des centaines de résidents de Greenwood ont été brutalement tués, leurs maisons et leurs entreprises anéanties. Ils étaient les victimes d'une foule blanche furieuse et lourdement armée de pillards et d'incendiaires. Un facteur qui a conduit à la violence, le ressentiment envers les Noirs qui prospèrent, bloc après bloc, à Greenwood. Le coût financier du massacre est évident dans les 1,8 million de dollars en réclamation pour perte de biens, 26 millions de dollars aujourd'hui, détaillé dans un rapport de la Commission d'État de 2001. Depuis 2 décennies, le rapport est l'un des rapports les plus complets qui révèle les détails horribles du massacre, parmi les pires attaques de terreur raciale dans l'histoire du pays, ainsi que la culpabilité du gouvernement. La destruction des biens n'est qu'une partie de la dévastation financière provoquée par le massacre. Un héritage bien plus grand encore, la perte incalculable et durable de ce qui aurait pu être et de la richesse générationnelle qui aurait pu façonner et assurer la fortune des enfants et des petits-enfants noirs. Et si nous avions pu conserver notre entreprise familiale, s'interroge Brenda Nels Alford, une soixantaine d'années. La boutique de chaussures de son grand-père et de son frère sur Greenwood Avenue a été détruite. S'ils avaient pu perpétuer cet héritage, on ne peut pas savoir où nous serions aujourd'hui, dit-elle. Pendant des décennies, les événements de Greenwood ont été volontairement enterrés dans l'histoire. En rassemblant des cartes et des photographies d'archives, avec l'aide d'historiens, le New York Times a construit un modèle 3D du quartier de Greenwood tel qu'il était avant la destruction. Le Times a également analysé les données du recensement, les annuaires municipaux, les articles de journaux et les enregistrements et témoignages de survivants de l'époque pour montrer les types de personnes qui composaient le quartier et contribuaient à son dynamisme. M. Stratford et M. Gurley, qui ont acheté de vastes étendues de terrain au début des années 1900, étaient parmi les fondateurs de Greenwood. Ils ont commencé à construire au nord de Tulsa, au-delà des voies ferrées, formant ainsi la base du quartier, à prédominance noire de la ville, séparée du côté blanc de la ville. Ségrégation oblige. Greenwood était l'un des rares endroits du pays à offrir aux citoyens noirs, sortis de l'esclavage depuis moins de 6 décennies, une vie tridimensionnelle. Le soir, les habitants avaient le choix entre plusieurs activités. Les récits des survivants qui ont été transmis à leurs proches se rappellent que les voisins s'étaient mis sur leur 31 pour se réunir à Greenwood, le jeudi étant le jour de la sortie des bonnes. Les domestiques noirs, dont beaucoup étaient des employés de maisons qui nettoyaient les maisons des résidents blancs de la ville, étaient en congé ce jour-là. De nombreux Afro-Américains ont émigré à Tulsa après la guerre civile, porteurs du rêve d'un nouveau chapitre de leur vie et du genre de liberté que l'on trouve dans la création d'entreprises. D'autres ont gagné leur vie en travaillant comme domestiques, serveurs, chauffeurs, cireurs de chaussures et cuisiniers pour la nouvelle classe pétrolière de Tulsa. À Greenwood, les habitants occupaient plus de 200 types d'emplois différents. Selon une analyse du recensement de 1920 du Times, environ 80% des résidents de la communauté étaient des professionnels ou des artisans qualifiés, comme des médecins, des pharmaciens, des charpentiers et des coiffeurs. Si une grande majorité du quartier était locataire, de nombreux résidents étaient propriétaires de leur logement. La ségrégation empêchait les Afro-Américains de fréquenter les magasins appartenant à des Blancs, et Greenwood a prospéré grâce au soutien de la communauté aux entreprises appartenant à des Noirs. Les Noirs ont dû faire face à un détournement économique, a déclaré Hannibal B. Johnson, auteur et président de la commission du centenaire du massacre racial de Tulsa en 1921. Lorsqu'ils ont approché les portes de l'économie plus large de Tulsa, ils ont été refusés, ce qui les a conduits à créer leur propre communauté largement insulaire.